Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. L'opium des élites, et sans vous vendre la mèche, on parle notamment d'européisme. Comment on a défait la France sans faire l'Europe aux éditions Grasset. C'est le livre d'Aquilino Morel. Vous êtes ancien conseiller de Lionel Jospin à Matignon et de François Hollande à l'Élysée. Bonjour. Bonjour. Aquilino Morel, en fait, je dirais que Marx est encore vivant, que Raymond Aron aussi, et que vous-même vous portez assez bien. Je rappelle que Marx avait dit que la religion était l'opium du peuple. Je rappelle que Raymond Aron avait écrit l'opium des intellectuels. Et vous parlez de l'opium des élites. Et effectivement, et vous l'accès, c'est un livre passionnant que je recommande vraiment aux auditeurs du Sud Radio, parce que il faut tout, vous savez, il faut quitter le nez sur le guidon et prendre un peu de distance et montrer un peu le paysage dans sa globalité. Et vous parlez, vous, alors on va en parler longuement, de la France-Europe. Donc, quid de l'Europe, quid de la France, et qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans, et même plus, puisque, en fait, ça a commencé dans les années 50. Mais ce qui est très intéressant, et je voudrais commencer par ça, Aquilino Morel, c'est que, vous savez, on parle mondialisation libérale, la mondialisation heureuse, chère à certains de nos énarques, mais pas à d'autres, justement. Tout le monde n'est pas dans le même moule. Et vous dites, dans votre livre, qu'au fond, c'est l'Europe, et je dirais plus l'Europe Mitterrand, encore même peut-être plus que Thatcher, qui a créé cet ultralibéralisme européen, avant Maastricht, etc. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites que la globalisation, la mondialisation, l'échange, la libre circulation des marchandises et des marchés libérés a été créé par nous, enfin nous Européens, en tout cas les princes qui nous gouvernent. Oui, je le dis, je l'ai écrit. Et je le dis, je l'écris, c'est une révision d'ailleurs déchirante pour beaucoup de personnes qui ont adhéré sincèrement à la pensée de l'Europe et pour certains qui étaient de gauche au socialisme, ou enfin en tout cas aux idées socialistes. Je l'ai dit, je l'écris, mais je fais d'une certaine manière que reprendre. D'ailleurs, je le cite très abondamment parce que c'est un auteur de grande référence, un professeur américain à Harvard, qui s'appelle Raoui Abdelal, qui a écrit au début des années 2000 un livre absolument passionnant, qui malheureusement n'a pas été traduit en français. Toujours pas traduit en français. J'ai du mal à y voir seulement une coïncidence. Mais en tout cas, il ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il démontre parfaitement alors, documents, preuves à l'appui, et mieux encore, témoignages à l'appui. Témoignages des intéressés. En l'occurrence, Jacques Delors et Lamy. Pascal Lamy, qui était son directeur de cabinet à la Commission. Organisation mondiale du commerce, il faut la rappeler. Et ultérieurement, directeur général de l'OMC. Mais d'abord, directeur du cabinet du président de la Commission, Jacques Delors, qui le fut de 1995 et 1995. 3 mandats pour une durée totale de 10 ans. Et qu'est-ce que racontent ces gens? Et d'ailleurs, les événements et les faits l'établissent. C'est que, afin de construire une Europe plus fédérale, qui était en réalité le vrai dessein de François Mitterrand, et celui de Jacques Delors. François Mitterrand, premier secrétaire du PS, président socialiste, entre guillemets, Jacques Delors, qui avait été socialiste du bout des lèvres. Oui, presque malgré lui, quoi. Presque malgré lui, enfin, incité à adhérer au PS par François Mitterrand. Leur rêve, c'était celui-là. Et pour construire cette Europe plus fédérale, dans laquelle nous vivons désormais, il leur fallait libérer les forces financières des marchés. Donc, ils ont créé, pris la directive du 24 juin 1988, directive communautaire du 24 juin 1988, qui imposait la libération de l'ensemble des mouvements de capitaux au sein de l'Europe et aussi, par contre-coup, par ricochet, dans le reste du monde, puisque pour que le reste du monde, même les États-Unis, puissent continuer à avoir des relations commerciales ou financières ou de toutes sortes avec l'Union européenne, à l'époque c'était seulement la Commission, la communauté européenne, il fallait que ils libéralisent eux-mêmes leurs finances. Donc, ils ont inventé la globalisation financière. Ce ne sont pas des Américains. Ce n'est pas les méchants tout à fait Thatcher ou Reagan qui ont inventé la mondialisation. Alors que donc ça, c'est bien entendu, Reagan. Et qui nous l'aurait imposé, c'est nous-mêmes, Européens, et en particulier socialistes, entre guillemets, français, Mitterrand, Delors, Lamy, qui avons inventé cela, et pour des raisons
idéologique. Oui, c'est ça qui est... Non, mais c'est ce paradoxe que vous soulignez, Aquilino Morel, qui est passionnant d'ailleurs. En fait, rappelez-le comme Mitterrand. L'argent qui corrompt, l'argent qui rend fou, toute personne, il avait dit pendant 10 ans, qui ose frayer avec le capitalisme, ne mérite pas le nom de socialiste. C'est Il cela, l'a claironné pendant 10 ans. Je vois que vous connaissez vos classiques. Quand même, un peu. Mais alors, justement, au fond... C'est-à-dire que, en fait, Mitterrand n'était pas du tout pour l'Europe des nations. C'est par antigaullisme, je dirais pas primaire, ou pourquoi il était fédéraliste, Mitterrand? Je pense que comme beaucoup de... Je n'ai pas connu François Mitterrand. Ouais, donc, non, je peux pas, mais je ne peux pas témoigner... Bien sûr. De conversation. Delors, par exemple. Alors, parlons de Delors. Non, mais Mitterrand, et Delors d'une autre manière, mais Mitterrand, on comprend très bien, Mitterrand est un homme des années 30, dans sa jeunesse. C'est un moment... si vous voulez, c'est là le moment où la pensée fédéraliste culmine. Donc les gens sont sincèrement, plus ou moins, enfin disons sincèrement, convaincus que le fédéralisme, un État-nation européen, les États-Unis d'Europe, comme dirait Jean Monnet, c'est la solution à tous les problèmes, c'est la solution à la guerre, au nationalisme, au déclin économique, et tout ce que vous voulez. Donc il y a une part de ça. Et puis, dans le cas de Mitterrand, je veux dire, c'est une pensée ancienne de sa jeunesse. Oui, c'est vrai. Et n'oubliez pas que dans sa jeunesse, il était de l'autre côté. Il était de l'autre côté, et franchement de l'autre côté. Ouais. Et de ce côté-là aussi, que ce soit la pensée de la droite qu'on dirait aujourd'hui extrême, ou celle du maréchal Pétain, c'est le maréchal Pétain qui a inventé le mot de communauté. Et il était lui-même pour que la communauté France soit englobée dans une communauté Europe. Donc toute cette pensée-là des années 30 a été, chez certains, parfaitement sincère. C'était le pacifisme, la volonté de dépasser les nationalismes. Et pour d'autres, c'était un moyen aussi, puisque vous le suggérez, ça n'est pas faux. Et Hitler aussi parlait de l'Europe. Et Hitler aussi était à sa manière européen, évidemment, à condition qu'il règne. Mais dans le cas de Mitterrand, vous avez raison de le dire, M. Berkoff, il y avait aussi l'idée de reprendre sa revanche sur Charles de Gaulle et sur l'Europe des nations gaulliennes. C'est ça. On va en parler tout de suite après les informations, toujours avec Aquilino Morel et son livre, encore une fois, L'opium des élites. Et Dieu sait si on l'en sait drogué. Et ce sont des sujets tellement larges qu'on sait qu'ils vous intéressent et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous allez prendre la parole. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Un livre à lire, Aquilino Morel, L'opium des élites. Oui, c'est eux qui fument, mais qui a l'overdose? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Alors, Aquilino Morel, on a commencé à parler de l'Europe, effectivement, de cette Europe qui, au nom du socialisme, entre guillemets, de la gauche, entre guillemets, etc., s'est faite d'une manière la plus fédéraliste possible, en tout cas, en oubliant quand même les nations. Je rappelle que De Gaulle et Chevènement aussi étaient pour l'Europe des nations. Chevènement, d'ailleurs, que vous citez assez longuement. Et vous dites, c'est le sous-titre de votre livre, Comment on a défait la France sans faire l'Europe. Mais est-ce que, justement, pour parler un peu de la France aussi, est-ce que en faisant cette Europe-là, est-ce on n'a pas contribué en faisant cette Europe de cette façon de défaire la France? Certainement. Ou en tout cas, on a commencé de le défaire. Vous savez, cette phrase que j'ai inversée, c'est une phrase célèbre de Georges Bidault, qui était ministre des Affaires étrangères en 1953. Il a dit « Nous voulons faire l'Europe sans défaire la France ». C'était déjà dire que le risque existait. Oui, absolument. Et qu'on le voyait. 53. 53. Ouais. Bon. Alors j'ai renversé ça pour montrer que, effectivement, on est allé dans la mauvaise direction. Parce que la France, ce n'est pas n'importe quel pays. La France, c'est avec l'Angleterre la plus ancienne nation du monde. Absolument. Et cette nation, elle a un besoin d'unité, de centralité, de centralisation même, qui fait que si... D'identité. Oui, Fernand Braudel, notre immense historien, un des plus grands historiens du XXe siècle, avait cette phrase merveilleuse, il disait « La France, ce sont plusieurs Frances cousues ensemble, et il faut faire attention à ne pas porter atteinte à la centralité, à la centralisation du pays, parce que sinon, on porte atteinte à l'identité de la nation. » Le tissu se déchire. Le tissu se déchire. Eh bien, en faisant une Europe de type fédéraliste, avec l'euro, l'empiètement de la Commission sur les prérogatives des États-nations, de manière systématique ou très fréquente, trop fréquente, parce que cela veut dire que les traités qui imposent normalement le principe de subsidiarité
c'est-à-dire tout ce qui peut être fait au niveau de l'État doit être fait au niveau de l'État, et on ne transfère au niveau de l'Europe que ce qui doit être fait au niveau européen, sont bafoués, eh bien on a commencé, oui, de défaire progressivement notre pays et d'attenter aux principes qui sont... En fait, on a entaillé au fur et à mesure les souverainetés, la souveraineté. La souveraineté, bien sûr. Souveraineté monétaire, il n'y en a plus. Souveraineté douanière a été transférée à l'Union. La pêche, tout un tas de secteurs sont aujourd'hui totalement transférés à l'Union européenne. Et puis vous en avez d'autres où, en réalité, notre souveraineté qui persiste est très encadrée. La souveraineté budgétaire, avant l'explosion des 3% de déficit budgétaire et de 60% de dette due à la pandémie de Covid, eh bien, ça, évidemment, ça restreint considérablement le pouvoir du Parlement de se prononcer. Or, le Parlement, sa première prérogative, c'est de lever l'impôt. Et même en santé, vous avez vu que c'est l'Union européenne qui a négocié les achats de vaccins et de doses. Absolument, alors même que la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas s'étaient mis d'accord pour faire une alliance pour acheter ces doses de vaccins, la Commission a réclamé une compétence qui n'est pas la sienne, parce que elle voulait jouer ce rôle, qu'elle a d'ailleurs joué assez mal, de centrale d'achat. Mais comment les États ont accepté, justement, Achille Morel? C'est une question, enfin, subsidiaire, elle n'est pas subsidiaire. Vous racontez très bien dans votre livre comment l'Allemagne, dès le départ, a pris le pouvoir et on a accepté dès le départ, enfin Mitterrand à l'époque, c'était Mitterrand-Kohl, a accepté dès le départ que l'Allemagne prenne le pouvoir. L'Allemagne a pris le pouvoir de facto. Les Allemands, c'est naturel. L'Allemagne a pris l'espace que les autres lui ont laissé. Mais il est exact que, ultérieurement, par exemple, au moment de l'élargissement complètement inconsidéré des années 2000, qui nous fait passer de 15 à 25, puis 27, puis 28 en 10 ans, est une demande de l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'elle voulait disposer sur son flanc oriental, à l'est, de son arrière-cour, quoi, quelque part. En allemand, on dit son Interland, c'est un pays où on peut faire ses courses et on peut faire produire ses voitures ou ses machines à bas coût de revient. Donc, ils ont plaidé pour ça. Et elle fait sa propre Chine et son propre tiers-monde à l'intérieur, quoi. Absolument. Et ils ont pris évidemment un ascendant commercial et industriel, parce que leur industrie est très puissante, c'est exact, mais commercial, parce qu'ils bénéficient parfaitement de la mise en place de l'euro. Les excédents commerciaux de l'Allemagne, qui sont de l'ordre de 250 milliards d'euros par an, n'existent que depuis que l'euro a été mis en place, depuis les années 2000. C'est ce que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelait le nationalisme du Deutschmark, qui est devenu ensuite le nationalisme de l'euro. C'est-à-dire que l'euro, c'est un Deutschmark très fort, qui leur convient très bien, alors que pour des pays comme le nôtre ou comme d'autres, dans le sud de l'Europe, dont les industries sont moins puissantes, moins organisées, avec un patronat et des syndicats moins convergents, eh bien évidemment, le fait d'avoir un euro qui, pour nous, la France, est surévalué, alors qu'il est sous-évalué pour l'Allemagne, confère à l'Allemagne une puissance industrielle commerciale considérable. Et donc, elle a tendance à asseoir son modèle au sein de l'Union européenne. Mais depuis 40 ans, on nous bassine avec le couple franco-allemand. Mais alors, Achille Morel, c'est un couple peut-être, je ne sais pas, mari trompé ou femme cocu ou adultère, parce que au fond, on disait, voilà, la base, rappelez-vous, c'était la doxa aussi, enfin, elle bouge un peu, le couple franco-allemand. Mais il n'était pas égalitaire, ce couple. C'était pas de couple vraiment sur le même pied d'égalité, le moins qu'on puisse dire. Il était plus ou moins égalitaire il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Il est de moins en moins pour les raisons que nous venons de rappeler, qui sont des raisons principalement économiques, puisque la puissance de l'Allemagne, c'est d'abord une puissance économique, industrielle et commerciale. C'est pas une puissance politique. Elle n'a pas, comme la France... Ni militaire. Ni militaire. Elle n'a pas un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle n'a pas la force de frappe et elle n'a même pas une véritable armée. Elle n'est pas capable de faire comme nous pouvons le faire, de projeter une force militaire à 3000 km de chez nous. Bon, donc sa puissance, c'est celle-là. Mais elle a su la mettre en œuvre, parce que le cadre fédéralisant de l'Europe lui convient très bien. L'Allemagne est elle-même une république fédérale. Oui, c'est ça. Vous le rappelez d'ailleurs, l'Italie aussi, la Belgique aussi. Donc, si vous voulez, dans des pays, l'Espagne, dans des pays qui sont soit des États fédéraux déjà même, soit très décentralisés comme l'Italie et l'Espagne, c'est un modèle qui convient assez bien. Mais pour nous, qui avons un vrai État-nation et auquel nous tenons, c'est un vrai problème. C'est un problème. Oui. On n'est pas à l'aise dans ce costume-là. Il n'a pas été taillé pour nous. Mais vous racontez aussi que, alors il y a Kohl d'un côté, mais vous racontez aussi qu'il y a eu un autre pays qui a tenu bon, et d'ailleurs qui n'a pas rejoint l'euro, c'est l'Angleterre. Oui.
Rappelons d'avant le Brexit, on ne parle même pas du Brexit. L'Angleterre, et vous dites très bien, Madame Thatcher a tenu elle a dit oui, d'accord, on va négocier. Et vous racontez dans votre livre, et c'est absolument passionnant, comment elle a aussi posé ses conditions. Elle a posé ses conditions, elle les a obtenues, et elle a été la grande gagnante de la construction de l'Europe des années 80 et 90. Pourquoi? Parce que Mitterrand, d'abord, puis Delors, ont passé un deal, vous me pardonnerez le mot, oui, mais oui, il est en l'occurrence de circonstance puisqu'on parle du Royaume-Uni, un deal qui était en 84 au sommet de Fontainebleau, vous aurez votre chèque, vous vous rappelez que c'était l'époque où Thatcher réclamait I want my money back, je veux mon argent. Donc vous aurez votre chèque, en contrepartie de quoi vous allez accepter la nomination de Jacques Delors à la Commission européenne pour mettre en œuvre l'engrenage fédéral de l'acte unique. Elle dit ok. Soit. Et ensuite, pour faire le grand marché, pour faire l'euro, elle va accepter de passer à nouveau un accord avec Delors, cette fois avec lequel elle s'est entendue en réalité très bien, qui est, vous nous donnez le grand marché dérégulé, la directive de 88 qui dérégule la finance en Europe, et nous, on vous laisse faire l'euro. D'ailleurs, ça leur coûtait tellement peu, puisqu'ils n'en étaient pas partis. Bon. Donc, en fait, il y a eu, si vous voulez, l'établissement de ce qu'on pourrait appeler un thatcherisme à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle de l'Europe, qui est la contrepartie de cet accord passé d'abord par Mitterrand, puis par Delors, avec Madame Thatcher. Donc la France, quelque part, c'est un peu schématisé, bien sûr, c'est entre la tenaille, entre le marteau anglais et l'enclume allemande. Absolument. Ou vice-versa. C'est une très bonne image. Elle est juste. Elle est juste, mais en comprenant bien que le marteau, c'est nous qui l'avons armé. Et l'enclume, c'est nous qui l'avons porté et mis au centre de la pièce. C'est pas des choses qui sont venues des forces extérieures qui nous auraient accablés. En fait, on l'a volontairement. Absolument. Et d'ailleurs, vous faites un sort, c'est très intéressant. Je voudrais qu'on en parle dans votre livre. Justement, il y a beaucoup de choses. Alors, nous avons inventé quand même un truc merveilleuse. C'est la mondialisation maîtrisée. Oui. C'est ça, La mondialisation. Mais alors, nous avons maîtrisé la mondialisation. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ce concept, c'est encore une fois ce professeur de Harvard, Raoui Abdelal, qui le montre très bien, le concept de mondialisation maîtrisée qu'a porté sur les fonds baptismaux Pascal Lamy. Et le problème, c'est que les fonds baptismaux, c'est l'endroit où l'enfant a été baptisé, mais c'est là où il a coulé immédiatement. C'est que c'est un concept qui est totalement, c'est encore une fois un oxymore. C'est-à-dire une formule dans laquelle vous êtes deux mots antagoniques qui sont impossibles. On ne peut pas déclencher la globalisation et dire ensuite on va la maîtriser, puisqu'en réalité, on retire aux États tous les moyens de maîtriser. On n'en dote pas l'échelon au-dessus de l'Union européenne, parce que les États ne veulent pas se dessaisir d'un certain nombre de compétences. Donc, on laisse faire en réalité et on libère les forces de l'argent, de la finance. Et laisser faire, laisser aller. Et on crée un énorme Moloch, un monstre qui va ensuite et ce qui est intéressant, dévorer les nations. Vous dites que c'est parti d'Europe pour aller dans le monde entier. Oui, absolument. C'est ça qui est très intéressant. C'est ce fameux texte, cette fameuse directive du 24 juin 88, qui a une importance capitale dans l'histoire économique des 40 dernières années. Rappelez-la. 24 juin 1988, elle disait, ce que je vous rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Europe libéralise en son sein complètement tous les mouvements de capitaux et demande et obtient par ricochet que l'ensemble des autres pays du monde fassent de même. Donc on invente la mondialisation financière, la globalisation. Puis, avec la globalisation financière, vous mettez en route le reste. Bien fou. On va en reparler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite avec Aquilino Morel. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et ce qui est aussi remarquable dans votre livre, Aquilino Morel, L'opium des élites, je rappelle, publié chez Grasset, c'est qu'au fond, quelque part, pour revenir en France, de Mitterrand à Macron, on dirait en tout cas qu'on parle beaucoup plus, en tout cas qu'on se préoccupe beaucoup plus d'Europe que de France. Ce qui ne serait pas mauvais, à condition justement de ne pas la défaire, cette France. Et vous avancez à la fin de votre livre, mais enfin vous en parlez, la France-Europe. Alors évidemment, on pense à la France-Afrique. Mais la France-Afrique, on voyait bien dans quel contexte c'était, dans le contexte colonisation et même après, etc. Mais France-Europe, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui? Ça veut dire une chose, c'est que on ne peut plus, et on ne doit plus en réalité, séparer l'avenir, le destin
de la France et de l'Europe. Il y a une telle intrication entre les deux qu'aujourd'hui on ne pourrait plus, si on le souhaitait, détricoter tout ça. Donc vous dites Frexit, impossible, fini, terminé. Frexit, Pour ceux qui veulent... c'est même pas impossible, c'est que je pense que ça n'est pas souhaitable. Moi, ma position, elle est simple, elle est celle de beaucoup d'autres gens. Vous avez cité Jean-Pierre Chevènement, on pourrait en citer d'autres. Et le plus grand d'entre eux, le général de Gaulle, qui disait en 1963, répondant à la question d'un de vos collègues de l'époque, ce que je viens de dire, la France ne conçoit plus son destin en dehors de l'Europe. Mais à condition qu'elle reste une nation. Exactement. C'est ça. Exactement. À condition que soient respectées les identités des nations qui composent cette Europe et qui en font la beauté et la richesse. Absolument. Parce que l'Europe, c'est à la fois une entité qui a un sens en soi, elle est un des courants de pensée artistiques communs, tout ce que vous voulez, ou philosophiques, mais ils sont tous enracinés dans des magnifiques cultures nationales, admirables. Oui, et historique, enfin, historique. Des siècles et des donc, siècles. Que serait l'Europe sans Shakespeare, sans Victor Hugo, sans Cervantes, sans Dante, ça n'a pas de sens. Donc, sans Vienne, etc. Exactement. Enfin, donc il faut garder ce lien. Simplement, il faut bien préciser désormais les termes de cela et dire que nous, enfin, en tout cas, c'est mon opinion, que nous refusons la glissade fédéraliste supplémentaire qu'on nous prépare pour déjà l'année prochaine, probablement, et que nous voulons rester dans un cadre où, certes, nous avons accepté de déléguer un certain nombre de compétences à l'Union, mais nous souhaitons garder les autres, et nous souhaitons surtout collaborer entre États-nations européens, et ne pas s'en remettre systématiquement entre les mains de la Commission. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de bon sens. Alors, n'est-il pas, je pose la question, n'est-il pas trop tard? Non, d'abord, le moral. Cher André Mercoff, il n'est jamais trop tard. Pour bien faire, je sais. Bon. Mais juste une chose. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec, effectivement, vous avez vu ce qui s'est passé, je prends un exemple précis, les fameuses histoires des sous-marins à l'Australie, Angleterre, et puis de Jean-Yves Le Drian à Macron, oui, on a été trompé, etc. Vous avez vu que les autres pays européens, on peut pas dire que l'indignation était très grande. Je veux dire par là que l'OTAN d'un côté, parce qu'on est dans un monde aussi, il n'y a pas que l'Europe, et vous le savez aussi bien que moi. Comment articuler aujourd'hui, effectivement, et la France seule, évidemment, ça ne suffit pas, comment articuler la France, l'Europe et le monde aujourd'hui dans le monde que nous vivons? Il faut que la France prenne la tête, ce serait l'idéal, d'une évolution politique qui conduirait à ce que l'Europe devienne une confédération. C'est-à-dire une alliance d'États, gardant chacun leur identité et leur souveraineté, ayant des coopérations très fortes, voire déléguant certaines de leurs compétences à une entité commune, la Commission européenne en l'occurrence, mais gardant cette souveraineté. C'est le seul moyen. Le problème des fédéralistes, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les peuples ne veulent pas des États-Unis d'Europe, pour une raison simple. C'est que les États-Unis d'Amérique, oui, bien sûr, parce que le Massachusetts, c'est pas une nation. Le Wisconsin non plus. Le Texas non plus. Alors que vous pouvez pas faire la même chose avec l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas. Historiquement, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de réalité. Ça n'a pas de sens historique. Ça n'a pas de réalité politique et humaine. Donc il faut garder cela. Et donc il faut aller vers un modèle de confédération qui permette à la France d'être la France et de le rester, tout en permettant à l'Europe elle-même d'assurer un certain nombre de ses prérogatives et de protéger. C'est ça qui me tient à cœur, moi, le plus, de protéger sa civilisation. Je ne vois jamais, dans aucun document officiel de l'Europe ou dans le discours des européistes, le mot de civilisation. On a l'impression que c'est un gros mot ou que ces gens ne s'intéressent pas. Alors que c'est ce qui fait l'identité de l'Europe. L'Europe est d'abord... Elle n'est pas encore un espace politique, elle est une civilisation. Et vous savez qui a écrit le mieux ça? Je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre de Georges Steiner, Une certaine idée de l'Europe. Bien sûr, Georges Steiner. Il le dit très bien. Et tous les grands esprits l'ont dit, mais malheureusement, les grands esprits, ce ne sont pas eux qui siègent à la Commission européenne. Donc, c'est pas eux qui décident. Ni malheureusement à l'Élysée ou à Matignon. Enfin, vous avez raison, pas toujours. Pas toujours. Je ne rencontre pas des esprits comme ceux de Fernand Braudel, Georges Duby, Georges Steiner ou ceux que vous évoquez. Donc, on a ce problème-là. Donc il faut une volonté politique. Oui, et il faut l'avoir maintenant, parce que c'est le moment aujourd'hui où, après avoir rogné notre souveraineté commerciale, budgétaire, monétaire, tout ce que vous voulez, les européistes, les fédéralistes veulent prendre notre souveraineté politique et militaire. Vous avez des voix
qui s'élèvent aujourd'hui tout à fait officiellement. Je pense notamment à Olaf Scholz, qui sera peut-être le prochain chancelier allemand, qui a demandé à ce que la France mutualise son siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Et vous avez la Cour de justice de l'Union européenne, avec sa décision du 15 juillet, absolument absurde et scandaleuse, qui dit le droit du travail et du temps de travail va s'appliquer aux forces armées. Sous-entendu, les forces armées françaises, puisqu'il n'y a que la France qui a une armée digne de ce nom. Donc ça voudrait dire que les sous-mariniers, les aviateurs, les fantassins et les marins devraient faire les 35 heures, avec un repos compensatoire. Tout ça, vous voyez bien, à la fois absurde, mais pas du tout absurde. Ça a une visée politique très claire. Ces gens-là veulent faire main basse sur la souveraineté politique et militaire de la France. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas trop tard, et c'est même maintenant qu'il faut être d'une vigilance totale. Oui, mais encore une fois, encore faut-il les gens qui peuvent acter cette vigilance et qui l'incarnent dans les faits. Ça sera le débat, je l'espère, de 2022. De 2022. Bah écoutez, on l'espère aussi, et on se retrouve avec les auditeurs de Sud Radio. Augustin. Absolument. Et si je puis me permettre, Aquilino Morel, cette proposition de mutualiser le siège de sécurité à l'ONU a même été soutenue par des députés En Marche, notamment Roland Lescure, député des Français de l'étranger. Donc en France aussi, ça prend. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous allez prendre la parole dans un instant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je vous rappelle régulièrement de nous appeler au 0826 300 300, mais il y a également le Facebook Live et Marielle pose une question intéressante. Elle dit qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui vient de l'Europe ou ce qui vient du gouvernement français en tant que contribuable. Alors est-ce que vous pourriez lui répondre, Aquilino Morel? Où va notre argent? Non, je ne pourrais pas lui répondre, encore que c'est possible d'avoir une idée du solde net contributeur ou, à l'inverse, receveur. On sait qu'il y a des pays qui sont contributeurs nets, c'est le cas de la France, et de pays qui reçoivent davantage, comme en ce moment, notamment l'Italie. Ça, ou la Grèce, c'est ça. La Grèce, mais ça, il faut le demander à Bercy ou aux affaires étrangères, on doit le savoir, mais ce ne sont pas en général des chiffres sur lesquels on s'attarde. Parce que il est certain qu'un pays puissant et riche comme la France, au sein d'un ensemble comme l'Union européenne, est contributeur net, donc paye davantage qu'il ne reçoit, structurellement. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est assez normal. Oui, c'est normal. Si on est dans une union, il est bien logique qu'on aide que les plus riches, aident les plus pauvres. Et n'oublions pas non plus que grâce au général de Gaulle, qu'il a demandé, qui s'est battu et qu'il a obtenu en 1963, nous avons la politique agricole commune qui a grandement bénéficié à nos agriculteurs dans une Europe où c'était pas une considération essentielle. Donc, à la fois, c'est vrai on n'arrive pas toujours à savoir, mais on pourrait le connaître, et en même temps, il ne faut pas non plus se focaliser sur cette question, parce que si nous sommes un ensemble de pays alliés, construisant un espace commun, nous devons accepter cette règle de solidarité aussi. D'accord. Alors maintenant, on file le standard au 0826 300 300, et nous sommes avec Joël qui nous appelle d'Alès. Bonjour Joël. Oui, bonjour Joël. Bonjour. Bonjour à vous et vos invités, Monsieur Berkov. Merci de me donner la parole. Je voulais revenir sur le point de ce qui est la souveraineté et la défense de la France. Oui. Je suis un ancien militaire, donc j'ai appris certaines choses. Et entre autres, c'est qu'on avait besoin de personne depuis qu'on avait la puissance nucléaire. Oui. C'est-à-dire, la seule chose qui nous manque pour être indépendant actuellement, c'est d'avoir les convictions et la volonté de vouloir les affirmer. Je ne vois pas dans notre classe politique, ni dans les anciens ni les nouveaux, quelqu'un qui ait ces convictions-là. La conviction, vous voulez dire que la France se défende et soit véritablement indépendante, c'est ça? Exactement. Nous sommes dans un monde qu'on peut qualifier de tout ce qu'on veut, mais si vous ne montrez pas vos muscles, vous êtes personne. Vous pouvez me raconter tout ce qu'on veut sur le commerce, sur la gentillesse des uns et des autres. Si vous ne montrez pas vos muscles, vous serez personne, et c'est le cas de la France actuellement. Personne écoute ce que puisse dire la France. Elle a été à une époque phare de la civilisation occidentale. Malheureusement aujourd'hui, nous poursuivons le chemin du Canada. C'est-à-dire, nous allons vers les noirceurs et les ténèbres. Voilà mon opinion.
Oui, non, mais c'est intéressant, Joël. Aquilino Morel, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas, et Joël pose le problème du rapport de force. Et c'est vrai que, alors, c'est pas seulement le nucléaire, c'est pas montrer ses muscles simplement, mais on a vraiment l'impression, et là, je trouve que Joël n'a pas tort, c'est qu'en ce moment, on cède beaucoup de choses. En tout cas, on entend des... C'est-à-dire que même si la France n'est pas... on sait très bien quel est le rôle de la France, mais enfin, c'est quand même la 6e puissance économique mondiale. C'est pas le Liechtenstein ou Andorre. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force nécessaire? Mais si, nous vivons dans un monde qui a toujours été un monde, on va dire, violent, brutal, où il n'y a pas de loi internationale, ou très peu. Mais depuis quelques années, on vit désormais dans un monde ensauvagé. Bon. Alors, là où il faut faire encore plus attention, et je crois que l'auditeur qui vient d'appeler, qui s'appelle Joël, c'est ça? C'est un ancien militaire ou militaire encore, c'est que précisément aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial. Parce que dans l'Europe telle qu'elle existe, après le départ du Royaume-Uni, après le Brexit, la France est le seul pays à disposer d'une véritable armée, capable de se projeter à des milliers de kilomètres de son territoire national. Et de la puissance nucléaire. De la puissance nucléaire, et d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est un moment donc où il faut être très attentif pour la France, parce qu'il y a des forces, et il y a des intérêts, et il y a des personnes, des idéologues, qui voudraient mettre la main, faire main basse sur cette souveraineté politique et militaire. Je parlais tout à l'heure de l'homme qui sera peut-être chancelier en Allemagne, M. Scholz, mais d'autres personnes, y compris en France, disent que ce serait très bien de mutualiser ce siège au Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'Allemagne, voire avec l'Union européenne, que ce serait très bien aussi de faire une défense européenne, mais une défense européenne. S'il s'agit de construire des hélicoptères ou des avions de combat ensemble, très bien. Mais s'il s'agit, à l'inverse, de dire nous allons avoir une stratégie militaire et une force de décision commune, c'est impossible tant que l'Europe ne sera pas une nation, et ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain, ni pour après-après-demain. Donc d'ici là, il faut se battre contre toute tentative de venir nous prendre cette souveraineté militaire, stratégique, politique, être très attentif à cela, parce que, pour reprendre cette image terrible, glaçante, mais très très juste, de Régis Debray, pour parler de la souveraineté dite européenne qui n'a pas de sens, combien de doigts sur le bouton nucléaire? 27, 12, 4, 8? Non. Sur le bouton nucléaire, il ne peut y avoir qu'un seul doigt. Mais je rappelle, c'est le pendant à cette phrase de Régis Debray, c'était évidemment la célèbre phrase de Kissinger, l'Europe je veux bien, mais quel numéro de téléphone? Quel numéro de téléphone, oui. C'est vraiment ça. Quel numéro de téléphone? 0826 300 300, et nous sommes avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour à votre intervenant et merci de me donner la parole. Voilà, je suis majoritairement de votre avis et de l'avis de l'interlocuteur précédent. Je me permettrai de rajouter quelque chose. Je pense que nous n'avons pas actuellement l'homme ou la femme à la tête de l'État qui permettrait de porter une voix forte et exemplaire de la France. Quand je dis exemplaire et forte, c'est-à-dire que je pense que dans une nation souveraine, j'ose dire ces mots-là, on doit redonner l'envie au peuple de ce pays d'être derrière les gouvernants. Actuellement, nos gouvernants n'ont personne derrière eux. Voilà. Ce pays est complètement divisé, donc il n'a plus de force. Vous dire le peuple a quitté le théâtre, il a quitté les coulisses et il est ailleurs, c'est ça? Exactement. Je veux dire, Macron ne représente qu'une infime partie du peuple. Le peuple est complètement divisé et sans le peuple, un pays n'est pas grand-chose. Voilà. Il serait temps que ces hommes et ces femmes s'en rendent compte. Ce ne sont pas les LR du passé qui changeront les choses, ce n'est pas Macron qui changera les choses. Il n'a pas de voix, il n'est pas reconnu, même en Europe, ce n'est que du théâtre, cette Europe, et il est temps de prendre des dispositions lorsque nous irons voter peut-être
pour que cela change et pour qu'enfin des décisions soient prises pour que ce pays redevienne à la fois une force, mais aussi un exemple pour les autres pays. Et puis une conscience collective. Il ne s'agit pas de faire aussi. la guerre en Europe. Il ne s'agit pas de. Il s'agit simplement de reprendre nos billes, comme on dit, en parlant vulgairement, et de montrer à nouveau ce qu'est la France. Ok, Voilà. Jean-Paul, on a bien compris et on vous a bien écouté. Effectivement, ça permet peut-être à Aquilino Morel, vous parlez dans votre livre justement, mais la question de Jean-Paul, où est le peuple? Et qu'est-ce qui a fait quand même que la gauche, et non pas la droite, n'a pas été mieux, c'est le moins que l'on peut se dire. Comment ça se fait que ce peuple a disparu? C'est-à-dire que la gauche, enfin vous en parlez vous-même, 50% des ouvriers qui votent Rassemblement National, alors qu'on sait où était le Parti communiste. C'est pas vieux, 40 ans ou 50 ans dans l'histoire, hein, c'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le peuple aujourd'hui? Le peuple, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Il existe simplement ce qu'on appelait autrefois le peuple de gauche, dans les années 80, qui était une réalité politique et électorale. Celui-là, il s'est volatilisé. Évaporé. Il s'est réparti ailleurs. Une grosse partie s'est fixée sur le vote protestataire du Front National puis du Rassemblement National, une partie sur la droite et beaucoup dans l'abstention. Absolument. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la vocation de la gauche, normalement, ça devrait être, et c'était, de défendre le peuple, les classes populaires. C'est-à-dire ceux qui travaillent le plus dur, gagnent le moins, ont les positions économiques et sociales les plus subordonnées. Bon, je dis ça, mon père était ouvrier, donc je sais ce que c'est que de travailler, faire les 3-8, rentrer, pour élever ses 7 enfants, et d'ailleurs de le faire à l'époque dans des conditions tout à fait... Pas si facile que ça. Pas si facile, mais digne. Digne, absolument. Donc c'était ça, normalement, l'ambition de la gauche. C'était de porter la voix de ces personnes-là. Et puis progressivement, et dans cette glissade terrible, le septennat, les 2 septennats de François Mitterrand ont été délétères. À partir de mars 83, de ce qu'on appelait le tournant libéral, qui est en réalité un tournant fédéraliste, Mitterrand a fait une espèce de tour de passe-passe, hein, une mystification politique extraordinaire, en faisant disparaître le socialisme, entre guillemets, en tout cas, disons, le programme commun, oui. les 110 propositions du candidat Mitterrand, et faire surgir l'Europe et l'européisme, en disant, sa fameuse phrase, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Et comme disait Jean-Pierre Chevènement, quand on entend ça, on entend bien que la France est le passé et que l'Europe sera bientôt notre patrie. Et j'ajoute qu'il disait aussi, vous le citez aussi, du socialisme, je ne veux pas une Bible. Oui, le discours de Figeac, septembre 82, un an après son élection, il dit, en vantant les mérites de l'Europe, c'était le début de sa démarche, de disant, le socialisme à la française n'a jamais été ma Bible. Il aurait mieux fait de le dire avant que les électeurs ne se prononcent pour lui. Ça aurait été peut-être plus sincère. Mais donc, il y a eu ce tour de passe-passe, et donc le peuple, les classes populaires, ne se sont plus sentis ni écoutés, ni défendus par le Parti socialiste et par la gauche. Donc progressivement, ça a mis d'ailleurs beaucoup de temps. Parce qu'il y a aussi une espèce de magie de Mitterrand en tant que politicien, qui savait manier le verbe et manipuler les uns les autres avec une maestria tout à fait incroyable. Et donc, ça a duré longtemps, 2 septennats pour lui. Puis encore, vous voyez, les choses se sont dégradées pour la gauche, mais il y a eu quand même cette espèce de sursaut de la cohabitation de Jospin, puis de l'élection de Hollande, où tout ça se finit quand même en une espèce de terrible... 2017, comme vous dites. Bérésina, parce que depuis combien de temps le Parti socialiste ne s'occupe plus des classes populaires? Depuis très longtemps. Oui. Il s'en occupe plus dans le discours. Depuis 82, 83, il faut le dire. Exactement. Et donc, l'origine, si vous voulez, de ce divorce, c'est à peu près à ce moment-là. Or, il faut le comprendre, et c'est très grave, c'est que la gauche, sans le peuple, c'est le moralisme. Et le peuple sans la gauche, c'est le populisme. Donc c'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est clair. Le moralisme qui n'existe plus. Mais justement, juste un mot, ce que disait Jean-Paul aussi, c'est que le problème, c'est à chercher, mais c'est une autre question, l'incarnation. Qui va incarner ce renouveau-là? Et on voit qu'aujourd'hui, ça ne se presse pas au portillon. Enfin, ça, on verra. Augustin. On va se retrouver dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour parler d'Europe et de nos élites. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et tout de suite, on donne la parole à Julien qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour André, bonjour Augustin, bonjour Monsieur Morel. Bonjour. En vous écoutant, je me dis, mais dans quelle galère nous sommes-nous mis depuis tant d'années que nous sommes dans l'Europe? Je m'explique. On a une des zones où on nous promettait que ça allait être merveilleux. C'est celle qui fait le moins de croissance dans le monde depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, au passage, je cite la déclaration de M. Roland Dumas, qui est non des moindres, quelqu'un qui a participé à la construction de l'Europe. Il a récemment déclaré au micro de M. Rochebin que la plus grosse erreur qu'on avait fait après la guerre, ça avait été de faire l'Europe. Je sais pas si vous imaginez. c'est vrai, il l'a dit, oui, Roland Dumas, oui, c'est vrai. Bon, donc effectivement, je pense que la lucidité d'un homme de 99 ans qui reconnaît que cette Europe ne fonctionne pas, moi j'aurais aimé, je vous le dis honnêtement, qu'elle fonctionne, mais faut effectivement regarder les choses en face. Vous avez une Frontex qui ne fonctionne pas pour ce qui est de l'immigration. Schengen qui ne permet pas effectivement de réguler ces flux. La compétence commerciale qui est une compétence exclusive de l'Europe. Donc pour nos exportations, pour notre business, c'est quelque chose de très mauvais. Vous avez également, moi je suis désolé, j'ai pas du tout envie que ce soit des gens non élus qui décident des règles qui doivent régir la Maison France. Enfin, c'est quand même assez ahurissant. Et puis vous avez, surtout contrairement au Royaume-Uni, on nous avait dit que ce serait les bébés dans la Tamise et la fin du monde. On se rend compte que depuis le Brexit, ça se passe très bien. Vous avez même des grands sièges d'entreprises qui relocalisent en Angleterre. Exact, Google, Shell, Boeing. Donc franchement, je pense qu'il faudrait, mais c'est le problème de la France, contrairement au Royaume-Uni, des grands débats de fond et arrêter le blacklistage des candidats qui ont des propositions sérieuses, qui ne sont pas aux extrêmes. Je pense à M. François Asselineau, qui est blacklisté des médias depuis 15 ans, alors qu'il faudrait qu'on ait ce débat Union européenne sur l'euro, sur l'Europe, sur Schengen, sur les dettes, au lieu de nous parler des pronoms Yel, des prénoms et de sujets complètement annexes dont les Français se fichent éperdument. Et tant qu'on ne fera pas ça, je pense qu'on continuera à se désindustrialiser et à devenir un pays de second rang. Donc il faut qu'on ait ce débat. Mais Julien, attendez, Julien, soyez clair là-dessus. Vous êtes, en l'occurrence, et compte tenu des choses étant ce qu'elles sont, pour vous, vous êtes pour un Frexit? Pour le Frexit, bien sûr. Oui. Mais je vais vous dire, tous les candidats aujourd'hui qu'on a, d'ailleurs on cache soigneusement les deux seuls qui proposent le Frexit parce que ça dérange le système, mais en réalité, tous les autres ne pourront pas faire ce qu'ils disent parce que vous avez les GOP, les grandes orientations des politiques économiques et la feuille de route de M. Macron ou du prochain qui sera aux manettes, si on reste dans Schengen, dans l'UE, dans l'Union européenne, dans l'OTAN d'ailleurs qui n'a pas non plus une légitimité au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est autre chose. Donc encore, en fait, oui. on est avec un boulet de 10 kilos au pied et on veut pouvoir se défendre. On est en train, sur un autre sujet, en train de donner notre technologie pour le SCAF à l'Allemagne, mais qu'est-ce qu'on y gagne? On est vraiment les dindons de la farce dans toute cette histoire. Et je pense qu'il faudra, de toute façon, de grands débats sur le Frexit et toutes les questions autour de l'Union européenne, tôt ou tard, parce que les Français ont bien compris que Mme Le Pen ne veut pas en sortir, M. Bertrand non plus, M. Macron non plus, M. Mélenchon. Donc en fait, il n'y aura pas de changement, quel que soit le candidat, sauf si c'est M. Asselineau ou M. Philippot qui est aux manettes. Ça, il faut que les Français l'aient bien compris. D'accord. Alors Julien, justement, Aquilino Morel, Julien dit, voilà, on boxe avec un bras en écharpe ou les deux bras en écharpe, on peut pas s'en sortir comme ça. Votre opinion? Non, je retiens deux choses de l'intervention de Julien qui sont extrêmement importantes. D'abord, c'est ce qu'il a dit à la fin, c'est la nécessité du débat. Toutes ces choses qui nous sont arrivées, toute cette glissade fédéraliste qu'on vient de raconter depuis mars 83, elle s'est faite, sauf en 82, moment où il a fallu quand même réviser la Constitution et prévoir la disparition du franc, là quand même on a été obligé d'en débattre, elles sont faites dans l'opacité totale. Pas de débat, silence total. Aucun débat, ni en 83, ni en 86 pour la clinique, il n'y a rien à voir. Ni en 88 pour la directive sur la globalisation financière, rien, jamais. Jamais. C'est le règne de la diplomatie secrète, alors qu'on aurait besoin de démocratie et du débat. Donc là, je réponds, oui, c'est absolument exact. Et la période qui s'ouvre maintenant, jusqu'au mois d'avril, au moment où nous allons désigner le prochain président ou la prochaine présidente, c'est un moment qui est privilégié parce que, comme le disait Julien, les Français, d'une manière ou d'une autre, ils ont besoin, ils ont le droit et ils ont aussi envie d'avoir ce débat sur qu'est-ce que c'est que la France, quel est l'avenir de la nation, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne,
quel est son avenir, comment les deux sont articulés et à quel niveau d'intensité. Oui, bien sûr. Bon, ça c'est essentiel. Ensuite, sur la question de sortir ou pas de l'Union, puisque l'auditeur est franchement pour le Frexit, il l'a reconnu, j'ai déjà donné ma réponse. Moi, ma réponse, c'est non. Parce que d'abord, je pense qu'un Frexit ne pourrait se produire que par une déflagration monétaire qui serait la disparition de l'euro, qui serait un cataclysme économique et financier, qui aurait des conséquences importantes en termes d'épargne des uns et des autres. Et par ailleurs, parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis profondément sur la ligne du général de Gaulle, c'est-à-dire les destins, les avenirs respectifs de la France et de l'Europe sont déjà désormais complètement intriqués. Ce qui est en revanche nécessaire, c'est de bien faire la part des choses entre ce qui doit rester à l'État-nation et ce qui doit être transmis au niveau européen. C'est vrai, Aquilino Morel, sauf que De Gaulle est mort il y a déjà 50 ans, plus de 50 ans, et que depuis, qu'est-ce que l'Union européenne et la Commission européenne ont gagné du terrain, certainement, mais c'est pour ça souveraineté. Mais bien entendu, vous avez raison, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut reprendre. Il faut reprendre ce flambeau. Il ne s'agit pas de dire il avait raison il y a 50 ans, il a tort aujourd'hui, il avait raison il y a 50 ans, il a raison aujourd'hui. La glissade fédéraliste s'est produite, c'est la responsabilité historique de François Mitterrand, de Jacques Delors et de tous ceux qui les ont accompagnés, soit, mais notre responsabilité à nous maintenant, c'est précisément d'y mettre un terme. Bon alors, il faut renoncer. Alors oui, ce n'est pas mon intention. Merci beaucoup Julien de nous avoir appelé depuis l'Essonne. Nous sommes maintenant avec Eric qui nous appelle de Paris. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. André Merkoff, bonjour monsieur. Voilà, d'abord merci pour vos émissions et très reconnaissant pour les invités dans l'ensemble. Voilà, alors ma question, c'est pas une question, c'est une curiosité, elle est peut-être un peu naïve mais pas méchante. Voilà, j'entends Aquilino Morel parler, bon, globalement j'approuve ses propos, mais je m'interroge parce que, sauf erreur, monsieur Aquilino Morel était un socialiste, ou tout au moins un collaborateur de François Hollande. Comment, avec de telles idées, a-t-il pu vivre auprès de François Hollande et du Parti socialiste? C'est vraiment. Alors, est-ce que c'est le privilège? C'est une bonne question. Je vais vous répondre, c'est une excellente question. Attendez, est-ce que c'est le privilège des élites? C'est la révélation, ou alors je retourne ma veste. C'est quelque chose. Et puis, pour le futur, est-ce que vous seriez souverainiste tout en restant dans l'Europe? Voilà, c'est tout. Alors, sur le premier point, comment j'ai vécu mal, très mal, mais vous le savez certainement, c'est une François Hollande, donc, qui s'est toujours reconnu comme seul maître, François Mitterrand, a cru qu'il pourrait recommencer, si vous voulez, le stratagème de 1983, donc 1981, c'est-à-dire je me fais élire en l'occurrence sur la base des 110 propositions socialistes, et puis après, hop, je fais surgir comme un tour de bonneteau l'européisme et je fais disparaître le socialisme. Et donc lui, il a fait, j'en sais quelque chose puisque j'étais là à ce moment-là, et j'en étais un des artisans importants. Il prononce le 22 janvier 2012 le discours de Bourget. Mon seul ennemi, c'est la finance. Oui, il y avait ça, mais il y avait aussi je veux une autre Europe réorientée, une relation d'égalité entre la France et l'Allemagne, etc., etc. Et puis ensuite, le 15 mai, je prends l'avion et je vais chercher l'onction de Madame Merkel à Berlin. Et ensuite, je fais absolument pas ce pourquoi j'ai été élu. Mais bien sûr que dans ces conditions, les 2 années, j'ai pas fait tout le quinquennat, les 2 années où j'ai été conseiller de François Hollande ont été très difficiles. C'est même pas qu'elles aient été malheureuses, parce que ça, on s'en fiche pas mal. Elles ont été très difficiles, parce que le président Hollande savait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire renier ses engagements du Bourget, faire une autre politique, qu'il a commencé à conduire d'ailleurs à la fin de son quinquennat, mais il ne voulait pas le dire. Donc les gens comme moi, qui étaient des espèces de buts témoins, qui lui rappelions ses engagements du Bourget et autres, mais là, ça se passait très mal. Ouais. Comme ça s'est passé très mal avec Arnaud Montebourg et avec d'autres personnes. Mais ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est la beauté et la laideur de l'engagement politique. C'est qu'il y a des moments où vous êtes en cohérence avec les gens avec lesquels vous travaillez, le Bourget, et il y a des moments où vous ne l'êtes plus du tout, et dans ces cas-là, ça devient très très dur, mais c'est la cruauté de la vie politique, et en même temps, la vie politique, sans elle, on n'a pas de réalité commune. Juste un dernier mot, Aquilino Morel, nous arrivons à la fin de cette émission, mais est-ce que vous êtes, comme disait Eric, est-ce que vous êtes à la fois souverainiste et européen? Est-ce qu'on peut être à la fois souverainiste et européen? On peut et on doit. C'est la seule solution, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la confédération.
On doit garder un attachement à notre nation, à nos nations respectives, à notre État, à nos États respectifs, donc être d'une certaine manière des souverainistes, et être attaché, comme je le suis et comme d'autres, à la construction de l'Europe. Mais je voudrais quand même, parce que j'entends tout le temps parler de les souverainistes ceci, le souverainisme cela. Mais si on était vraiment souverainiste, on serait comme Julien, on serait partisan du Frexit. Ouais. Dans un pays où vous avez confié votre monnaie qui a disparu à une entité supérieure, à Francfort, où vous avez les accords commerciaux qui sont tous négociés par la Commission européenne, où le budget est encadré par la Commission, qu'est-ce que ça veut dire être souverainiste ? Vous voyez bien que c'est une manière de travestir le mot pour orienter le débat dès le départ. Oui, sauf que eux, ils sont pour le Frexit, vous ne l'êtes pas. Oui. Et c'est un débat qu'il faudra avoir et que nous aurons d'ici 2022 nécessairement. Et qu'est-ce qu'être souverainiste? C'est une vaste question auquel vous répondez dans votre livre, en partie, L'opium des élites, Aquilino Morel, publié chez Grasset. Et puis, comme chaque jour à 14h, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h.